Hello Challenger, how are you doing? Par la grâce de Dieu, moi je vais bien et nous sommes de retour dans notre série de lecture du livre de Gary Chapman dénommé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Nous sommes à la page 99, à la stratégie numéro 3. Si c'est votre première fois, soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Moi, c'est Souveraine. Et j'aimerais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour que vous puissiez faire partie de cette grande communauté que j'appelle Fidèles Challengers, les Challengers. Prions, Père, te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment, merci pour ces stratégies, merci pour cette connaissance. Aide-nous, Seigneur, à non seulement l'entendre, mais la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Apprenez à parler le langage d'amour de votre conjoint. C'est le titre. Dans la file d'attente d'une caisse de supermarché, mon regard s'est posé sur un présentoir de magazine. Sur les 20 revues qui étaient en vente, 17 comptaient au moins une fois le mot amour sur leur couverture. Un samedi soir, alors que je quittais l'aéroport et regagnais mon domicile en voiture, la station de radio locale que j'écoutais a annoncé 12 tubes à la suite sans pub. Sur les 12 titres, 10 parlaient d'amour. Si vous regardez les feuilletons télévisés programmés dans la journée ou le film diffusé en première partie de soirée, ou si vous vous intéressez aux statistiques de vente des romans d'amour, vous avez toutes les preuves qu'il vous faut pour convaincre que la société occidentale est obsédée par ce sujet. Cependant, malgré tous ces discours, la réalité nous montre que des milliers d'enfants font au lit chaque soir avec le sentiment de ne pas être aimés de leurs parents. De même, des milliers de maris et de femmes s'endorment pensant de ne pas être aimés de leur conjoint. Notre culture ignore souvent la véritable nature de l'amour et ses effets sur les relations humaines. Pourtant, rien ne vous aidera davantage à changer de saison dans votre mariage que de découvrir la vérité sur l'amour. Une partie du problème vient de notre utilisation abusive du mot aimer. Prêtez l'oreille à n'importe quelle conversation dans la rue et vous entendrez sûrement ce genre de propos. J'aime les frites, j'aime la plage, j'aime mon bébé, j'aime mon quartier. Qu'est-ce que j'aime ma nouvelle voiture de sport, j'aime ma mère, j'aime mon chien, j'aime cet auteur. Est-il étonnant alors que parfois une épouse qui entend son mari dire j'aime ma femme ou même je t'aime chérie ne sache que penser de cette déclaration? Dans ce chapitre, je ne compte pas contester l'utilisation désinvolte que notre société fait du mot aimer. Je vais plutôt m'attacher à montrer l'importance de l'amour en tant que besoin humain fondamental. Que nous soyons instruits ou non, nous savons instinctivement que les enfants ont besoin de se sentir aimés. Je dis volontiers que chaque enfant possède un réservoir affectif. Lorsque ce réservoir est plein, c'est-à-dire lorsque l'enfant se sent véritablement aimé par ses parents, il grandit dans les bonnes conditions et devient un adulte responsable et équilibré. Mais lorsque le réservoir est vide, l'enfant souffre de nombreuses luttes intérieures. Pendant l'adolescence, il recherchera l'amour probablement au mauvais endroit. Les problèmes de comportement des enfants et des jeunes s'expliquent souvent par un réservoir affectif vide. Il en va de même des adultes. Mariés ou célibataires, tout adulte dispose d'un réservoir affectif. Quand nous sentons aimés par les gens qui comptent à nos yeux, la vie nous paraît belle. Quand notre réservoir affectif est vide, nous devons faire face à une certaine fragilité émotionnelle. Les problèmes de conduite des adultes s'expliquent bien souvent, là encore, par un réservoir affectif vide. Pour nous qui sommes mariés, la personne dont nous souhaitons le plus recevoir de l'amour, c'est notre conjoint. Si nous sentons aimés de lui, le monde resplendit. Mais si notre réservoir affectif sonne creux, le monde commence à paraître bien sombre. Le succès dans les affaires, les études ou le sport ne saurait satisfaire le désir d'amour du cœur humain.
Quand ce sentiment se dissipe, le mariage glisse vers l'automne, puis l'hiver. À l'inverse, quand l'amour est ranimé, la brise chaude du printemps et de l'été souffle à nouveau sur le couple. Je voudrais m'intéresser dans ce chapitre à la nature de l'amour dans le cadre du mariage. Ce que vous vous apprêtez à lire peut changer le climat émotionnel de votre relation. Tout commence par ce que j'appelle le frisson. Au cours de notre vie, il est bien normal que nous rencontrions quelqu'un qui capte notre attention. Il y a quelque chose dans son apparence, dans sa façon de parler ou d'agir qui nous fait frémir intérieurement. C'est cette sensation qui nous pousse à inviter cette personne, par exemple, au restaurant. Parfois, elle disparaît dès le premier rendez-vous parce que quelque chose en ce garçon ou en cette fille nous semble insupportable. En revanche, avec une autre personne, le frisson s'intensifie à chaque rencontre et l'obsession amoureuse commence à s'installer. Nous sommes absolument certains qu'il s'agit de la personne la plus merveilleuse que nous ayons jamais vue. Tout le monde est capable de voir ses défauts, mais pas nous. Si nos parents nous disent « As-tu réfléchi au fait qu'il n'ait occupé aucun emploi stable en 5 ans ?» Nous répondons « Laisse-lui une chance. Il attend le bon poste. » Si nos amis nous demandent « Cela ne t'ennuie pas qu'elle soit déjà mariée 5 fois ?» Nous retorquons « Elle a épousé que des minables. » Cette femme mérite d'être heureuse et je vais la rendre heureuse. Cette étape de la relation amoureuse peut se définir comme la phase obsessionnelle. Nous n'arrivons pas à chasser l'être aimé de notre esprit. Nous allons nous coucher en pensant à cette personne et nous nous réveillons avec son nom sur les lèvres. Du matin au soir, nous nous demandons ce qu'elle est en train de faire. Un coup de fil de sa part est le moment phare de notre journée et nous voulons passer le maximum de temps avec elle, cette personne. Cette obsession amoureuse entraîne des pensées irrationnelles telles que je ne pourrais être heureux que si nous restons ensemble tout le temps. Rien d'autre n'a vraiment d'importance. À ce stade de l'amour, les différences sont minimisées ou gommées. Nous n'avons qu'une seule idée en tête, nous sommes heureux, nous n'avons jamais été plus heureux et nous comptons bien le rester jusqu'à la fin de nos jours. Cette étape euphorique n'exige guère d'efforts. Nous sommes entraînés par le courant d'une rivière émotionnelle, d'émotions agréables. Nous sommes prêts à faire presque n'importe quoi pour le bien de l'autre. C'est dans cette phase de l'amour que la plupart des gens se marient. Ils s'attendent à éprouver indéfiniment l'un pour l'autre ces mêmes sentiments euphoriques. Ils ne comprennent pas que le sentiment amoureux, en fait, n'est que la première étape de la relation. Des études montrent que la durée moyenne de cette euphorie initiale est de 2 ans. Lorsque nous redescendons de ces hauteurs, il nous faut faire la transition vers une nouvelle étape de l'amour. C'est le temps d'agir de façon plus délibérée et de faire un effort conscient pour répondre aux besoins émotionnels de l'autre. Pour de nombreux couples, cette transition est un échec. Les partenaires tombent à nouveau amoureux, mais de quelqu'un d'autre. Ils divorcent, se remarient, répétant ainsi le même cycle avec un autre conjoint. 60% des gens qui se remarient divorcent une seconde fois. Et si d'aventure ils font une nouvelle tentative, le taux de divorce du 3e mariage est de 75%. Les pourcents augmentent de mariage en mariage. L'importance d'apprendre à passer de la phase euphorique à la phase volontaire de l'amour devrait être évidente. La deuxième étape est vraiment différente de la première. Les sentiments obsédants que nous avions l'un pour l'autre commencent à s'atténuer et nous reconnaissons qu'il existe dans la vie d'autres centres d'intérêt que l'objet de notre amour. L'illusion de la perfection se dissipe et nous reviennent alors à l'esprit les paroles de nos parents et de nos amis. Il n'a pas eu le moindre emploi stable en 5 ans. Elle a déjà été mariée 5 fois. Nous commençons à nous demander comment nous avons pu être aussi aveugles face à cette réalité. Nos différences de personnalité,
de centres d'intérêt et de styles de vie nous sautent aux yeux alors qu'auparavant nous les discernions à peine. L'euphorie du début s'est estompée. Nous commençons à nous concentrer sur nous-mêmes et à nous apercevoir que notre conjoint n'est plus la réponse à tous nos besoins. Nous nous mettons à demander puis à exiger qu'il agisse de telle ou telle façon. Et s'il n'est pas disposé à nous satisfaire, nous nous replions sur nous-mêmes et nous donnons libre cours à notre colère. Cette colère ou ce désir d'abandonner la partie nous éloigne encore davantage de notre partenaire. Il lui devient alors plus difficile de nous exprimer son amour. Une relation aussi anémiée peut-elle retrouver une vitalité? La réponse est oui, à condition que le couple parvienne à comprendre la nature réelle de l'amour. Chacun doit aussi découvrir comment exprimer ses sentiments dans un langage que l'autre peut capter. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Nous devons également apprendre de quelle manière répondre aux besoins d'amour de notre conjoint. Les gens sont tous différents. Ce qui donne à une personne l'impression d'être aimée ne produit pas forcément le même effet sur une autre. Par nature, nous avons tendance à exprimer nos sentiments dans la langue qui nous donne à nous le sentiment d'être aimé. Quand notre conjoint ne réagit pas favorablement à l'expression de notre affection, nous nous sentons frustrés. Or, ce n'est pas la sincérité de notre amour qui est en cause, mais le fait que nous ne parlons pas le bon langage. Si nous employons notre propre langue au lieu de celle de notre partenaire, la communication ne passe pas. On m'interroge souvent sur le succès de mon livre « Les langages de l'amour ». Je crois que c'est parce qu'il a aidé des gens à faire la transition entre le stade euphorique et le stade volontaire de l'amour. Il leur a enseigné à découvrir, à parler le langage d'amour de leur conjoint, préservant ainsi l'amour dans leur relation. La suite de ce chapitre est consacrée à un résumé des 5 langages de l'amour. Quelle que soit la saison dans laquelle votre mariage se trouve, en ce moment, apprendre à parler le langage d'amour de votre conjoint améliorera votre communication, remplira son réservoir affectif et renforcera vos liens. Si votre mariage est en automne ou en hiver, cet apprentissage peut être le moyen de renverser la situation et de mettre le cap sur le printemps et l'été. Sous-thème, les 5 langages de l'amour. Au fil de mes 30 années d'exercice de la profession de conseiller conjugal, j'ai acquis la conviction qu'il existe 5 langages affectifs fondamentaux, 5 moyens d'exprimer son amour à une personne. Chaque personne a un langage affectif principal qu'il nous faut apprendre si nous voulons qu'elle se sente aimée. Les paroles valorisantes. Un jour où ma femme et moi rendions visite à la famille de notre fille, nous avons vu notre gendre sortir les poubelles après le dîner. Lorsqu'il est revenu dans la pièce où nous étions en train de discuter, notre fille a levé les yeux vers lui et a dit « Merci John d'avoir sorti les poubelles ». En moi-même, j'ai pensé bravo, car l'impact de la reconnaissance est phénoménal. Je ne saurais vous dire combien d'hommes et de femmes en 3 décennies se sont assis dans mon bureau et m'ont déclaré « Je m'use à la tâche tous les jours ». Et pourtant, mon conjoint se comporte comme si je ne faisais rien. Je n'entends jamais le moindre remerciement. Si les paroles valorisantes constituent le langage d'amour principal de votre conjoint, les félicitations et les mots de gratitude que vous lui adressez seront comme la pluie tombant sur une terre desséchée. Bientôt, vous verrez une nouvelle vie jaillir de votre union, car votre conjoint réagira à vos mots d'amour. Deuxième langage, les services rendus. Vous souvenez-vous du vieux dicton « Les actes parlent davantage que les mots ». Pour certaines personnes, cela est particulièrement vrai dans le domaine de l'amour. Si les services rendus sont le langage principal de votre conjoint, rien ne lui parlera plus
intensément sur le plan émotionnel que le fait de lui rendre service. Emmanuelle était mariée depuis 15 ans. Lorsqu'elle est venue me voir pour me parler de son mariage, où régnait la frustration. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Je ne comprends pas Paul. Il m'affirme tous les jours qu'il m'aime, mais il ne fait jamais rien pour m'aider. Il se contente de s'asseoir sur le canapé et de regarder la télévision pendant que je lave les assiettes. L'idée de me donner un coup de main ne lui traverse jamais l'esprit. J'en ai assez d'entendre ces « je t'aime ». S'il m'aimait, il ferait quelque chose pour m'aider. Le langage d'amour principal d'Emmanuelle était celui des services rendus et non celui des paroles valorisantes. Et même si Paul, son mari, l'aimait, il n'avait jamais appris à lui exprimer son amour d'une manière qui le lui fasse ressentir. Cependant, après une discussion entre Paul et moi, et après qu'il eut lu les langages de l'amour, il a saisi l'idée et s'est mis à parler le langage de sa femme. En moins d'1 mois, le réservoir affectif d'Emmanuelle a commencé à se remplir et leur mariage est passé de l'hiver au printemps. Lorsque j'ai revu Emmanuelle, elle s'est écriée « C'est merveilleux, je regrette que nous n'ayons pas recherché de l'aide il y a 10 ans. Je n'avais jamais entendu parler de ces langages d'amour. Tout ce que je savais, c'est que je ne me sentais pas aimée. » Troisième langage, les cadeaux. Depuis le début de l'histoire de l'humanité et dans toute société, le cadeau est perçu comme une expression d'amour. Le cadeau est universel, car dans le cerveau de l'homme, une petite voix lui dit que s'il aime quelqu'un, il lui offrira quelque chose. Cependant, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que recevoir des cadeaux puisse constituer le langage d'amour principal de certains. À cela, rien ne peut donner davantage le sentiment d'être aimé. Si vous êtes marié à une personne dont le langage d'amour est les cadeaux, ou si vous êtes marié à une personne dont c'est le langage d'amour, vous lui permettez de se sentir aimée et précieuse à vos yeux, en lui faisant des cadeaux pour des anniversaires, des fêtes, et même en l'absence d'occasion particulière. Les présents n'ont pas besoin d'être chers ni sophistiqués. C'est l'intention qui compte. Quelque chose d'aussi simple qu'une carte faite maison ou qu'un humble bouquet de fleurs sauvages dira à votre conjoint que vous l'aimez. Des petits riens ont une grande signification pour la personne dont le langage principal est celui des cadeaux. Les moments de qualité. Un autre langage d'amour. Si le langage d'amour de votre conjoint est le partage de moments de qualité, lui accorder votre entière attention est l'un des meilleurs moments de lui montrer que vous l'aimez. Certains hommes se vantent d'être capables de regarder la télévision, lire un journal et écouter leur femme tout à la fois. C'est une qualité certes admirable, mais ça n'est pas ainsi que l'on parle le langage des moments privilégiés. Il faut au contraire que vous éteigniez la télévision, que vous posiez votre lecture et que vous regardiez votre conjoint dans les yeux pour l'écouter et lui répondre. Pour votre partenaire, 20 minutes de votre attention pleine et entière, écoute et conversation, c'est 20 minutes pendant lesquelles vous vous êtes consacré à remplir son réservoir affectif. Messieurs, si vous voulez vraiment impressionner votre épouse, faites ceci la prochaine fois qu'elle entrera dans la pièce où vous regardez un événement sportif à la télévision. Coupez le son et ne la quittez pas des yeux aussi longtemps qu'elle se trouve dans la pièce. Si elle entame une conversation avec vous, éteignez la télé et accordez-lui toute votre attention. Vous gagnerez 1000 points et son réservoir affectif débordera. Le dernier langage d'amour, le contact physique. On connaît depuis longtemps la puissance émotionnelle du toucher. C'est la raison pour laquelle nous prenons les bébés dans nos bras et les touchons avec tendresse, bien avant qu'un petit enfant comprenne
le sens du mot amour. Il se sent aimé par le contact physique. Dans le cadre du mariage, le langage du contact physique se décline en de multiples manières et de multiples manifestations d'intensité diverses. Poser la main sur l'épaule de son conjoint en se promenant, lui toucher la jambe pendant qu'on conduit, lui tenir la main tout en marchant, l'embrasser, l'enlacer, avoir des relations sexuelles avec lui ou elle. Si le contact physique est le langage d'amour principal de votre conjoint, rien ne lui communiquera plus clairement votre amour que de prendre l'initiative de vous rapprocher de lui ou d'elle et de le toucher ou de la toucher. Sous-thème, découvrez le langage d'amour de votre conjoint. Si satisfait le besoin d'amour de votre conjoint consiste à apprendre à parler son langage d'amour, vous vous demandez peut-être comment découvrir ce langage. C'est simple, écoutez ses plaintes. En voici 5 parmi les plus courantes et chacune révèle le langage affectif. 1. Tu veux dire que tu ne m'as rien ramené? Est-ce que je t'ai seulement manqué pendant que tu étais parti? Si la personne parle comme ça veut dire que son langage d'amour, c'est les cadeaux. Point numéro 2. Nous ne passons plus jamais de temps ensemble. Nous sommes comme 2 navires qui se croisent dans la nuit. Entre parenthèses, moment de qualité. La personne parle des moments de qualité. Point numéro 3. Je pense que tu ne me toucheras jamais si je ne prenais pas moi-même l'initiative de le faire. Cela correspond au contact physique. Point numéro 4. Je ne fais jamais rien de bien ici. Tu passes ton temps à me critiquer. Je ne peux jamais te faire plaisir. Entre parenthèses, paroles valorisantes. Point numéro 5. Si tu m'aimais, tu feras quelque chose à la maison. Tu ne lèves jamais le petit doigt pour m'aider. Entre parenthèses, service rendu. Généralement, quand notre partenaire se plaint, nous en éprouvons de l'irritation, mais il nous fournit en fait des renseignements utiles. Ces récriminations révèlent souvent comment répondre aux besoins d'amour qu'il a au fond de lui. Si nous apprenons son langage d'amour principal et si nous le parlons, nous aurons un conjoint plus heureux et un meilleur mariage. Mais que faire s'il vous est difficile d'employer le langage principal de votre conjoint? Que faire par exemple si vous n'êtes pas du genre tactile alors que le langage d'amour de votre conjoint ou compagne est celui du toucher physique? La réponse est simple, même si elle n'est pas nécessairement facile. Il faut que vous l'appreniez. Vous assimilez un nouveau langage affectif en l'utilisant. Au tout début, ce peut être ardu. Ça peut être ardu, mais la seconde fois est plus facile et la troisième là encore davantage. Vous finirez par parler couramment sa langue. Et si votre partenaire à son tour se met à parler votre langage, vous contribuerez tous les deux à ce que l'amour reste vivant pour toujours dans votre mariage. Mes dossiers sont remplis de lettres des gens qui m'expliquent qu'apprendre le langage d'amour principal de leur conjoint a révolutionné leur mariage. Olivier, un camionneur de 33 ans, marié depuis 12 ans, m'a écrit, par exemple, notre mariage ne s'est jamais aussi bien porté. Ma femme a enregistré des extraits du livre Les langages de l'amour sur une clé USB afin que je puisse les écouter dans mon camion. Nous nous trouvions en hiver à ce moment-là. Après avoir découvert son langage affectif, j'ai compris pourquoi elle disait que je ne l'aimais pas. Je savais que je l'aimais et que je lui disais tout le temps. Le problème, c'est que son langage d'amour est celui des services rendus et que je n'avais jamais rien fait pour l'aider à la maison. Je suppose que je suivais l'exemple de mon père, mais mes parents n'ont jamais formé un couple très heureux. Maintenant, j'essaie de faire des choses pour Justine quand je suis à la maison. Cela a profondément changé notre relation. Justine
l'épouse d'Olivier, m'a écrit. Nous avions de gros problèmes et nous parlions de nous séparer. Une de mes amies m'a prêté son exemplaire, Les langages de l'amour. Ensuite, Olivier et moi avons commencé à discuter de notre relation. J'ai découvert que son langage d'amour était celui des paroles valorisantes. Je le critiquais parce que je ne me sentais pas aimée de lui. Mais en agissant ainsi, je ne faisais qu'accentuer son mal-être sans le savoir. À présent, il parle mon langage et je parle le sien. Nous sommes passés d'une saison franchement glaciale à la chaleur du printemps de l'été. Comprendre le langage affectif premier de son conjoint et apprendre à le parler peut totalement bouleverser votre mariage. Que faire si votre conjoint ne souhaite pas lire l'ouvrage sur le sujet ni discuter avec vous de votre situation? C'est souvent le cas lorsqu'on se trouve en automne ou en hiver. L'inquiétude de l'un des époux à propos de son mariage devient suffisamment grande pour qu'il se mette à consulter des livres, assiste à des conférences ou demande de l'aide d'un conseiller, tandis que l'autre époux n'est pas disposé à en faire autant. C'est à ce moment-là que l'amour inconditionnel prend tout son sens. Il est facile d'aimer votre conjoint quand il vous aime. Il est facile de lui adresser des mots gentils quand il vous traite gentiment. Mais même s'il ne veut pas essayer de changer le cours des choses, même s'il ne vous rend pas votre affection, l'amour inconditionnel signifie que vous choisissez de l'aimer en parlant son langage principal. En vous comportant de la sorte, vous accomplissez l'acte le plus important qui soit sur le plan émotionnel. Votre conjoint a désespérément besoin de votre amour pendant que son réservoir affectif commence à se remplir. Il y a de bonnes chances pour qu'il se mette à vous rendre l'appareil. La satisfaction des besoins crée une atmosphère positive dans laquelle votre conjoint et vous-même pourrez discuter de vos différences plus facilement et réfléchir à la manière de résoudre vos conflits. J'ai vu de nombreux cœurs durs et froids se mettre à fondre parce que leur manque affectif commençait d'être comblé. L'amour est l'arme la plus puissante au monde. Il peut réchauffer le plus froid des hivers et faire fleurir le printemps dans votre mariage. Ainsi prend fin le chapitre sur apprenez à parler le langage d'amour de votre conjoint qui fait partie des 7 stratégies pour améliorer les saisons de mariage. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à le partager à un ami, une personne qui est dans cette situation, une personne qui a besoin d'entendre ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous au maximum si ce n'est pas encore le cas. Shalom chez vous. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de développer l'écoute. C'est la stratégie numéro 4.